fait, un aspect essentiel dans l'œuvre de Marx, en fait, c'est la dictature du prolétariat. Donc c'est cette phase intermédiaire révolutionnaire pour retrouver la communauté de l'être. Et en fait, je me pose les questions en fait par rapport à certains de vos textes. Vous faites référence dans un texte sur Budapest en 56, vous faites référence au mandatement, enfin au mandat impératif et au communisme de conseil. Et je me posais la question, est-ce que les deux, donc mandat impératif et communisme de conseil, sous des formes supérieures, parce que ce ne sera pas comme avant, j'imagine, est-ce que ces deux formes-là pourraient permettre de réaliser la dictature du prolétariat? Alors attendez. Alors, votre question est intéressante. Je dirais même, elle est plus qu'intéressante, elle est surintéressante parce qu'elle est, du point de vue de la radicalité critique, stratégico-centrale. Dans tous les groupes radicaux qui ont émergé suite à la Première Internationale, elle a donné lieu à des heures, à des heures, à des heures et à des milliers d'heures de débat. Qu'est-ce que la dictature du prolétariat? Alors, la dictature du prolétariat, c'est cette phase transitoire où, par le mouvement d'autonégation du prolétariat, le capital, lors de sa crise terminale, est renversé et qu'à partir de là, les premiers jalons de la communauté humaine sont posés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une opposition radicale, totale, entre Marx, le bolchevisme et toutes les écoles péri-bolchevistes, c'est-à-dire léninisme classique, trotskisme, maoïsme, tous les courants capitalistes d'État qui ont utilisé les conceptualisations de Marx pour produire du capitalisme d'État, tout comme Calvin utilisait les conceptualisations du Christ pour faire non pas l'abolition du temple de la marchandise, mais pour au contraire valoriser et sanctuariser la bourse de Genève. Donc il faut faire là encore œuvre d'intelligence. De la même manière que Calvin utilise les mots du Christ pour produire l'envers du Christ, Lénine a utilisé les mots de Marx pour produire l'envers de Marx. Alors, on a des textes décisifs de Marx sur la dictature du prolétariat et sur la compréhension radicale de ce que ça implique. On a en particulier la guerre civile en France, à partir de l'expérience pratique de la Commune, et surtout un texte décisif qui s'appelle la critique du programme de Gotha, où Marx fait une critique radicale de la social-démocratie, étant entendu que la social-démocratie est la mère du bolchevisme. Le bolchevisme n'est qu'une social-démocratie durcie. Mais il n'y a pas d'opposition entre Kautsky et Lénine, il y a une opposition pratique, expérimentale, sur les modes d'usage de la politique, mais quant à la vision domesticatoire du prolétariat, c'est la même. Le prolétariat doit obéir à l'avant-garde. Alors, l'idée essentielle à retenir, qui sera reprise par tous les groupes radicaux jusqu'aux situationnistes, c'est que la dictature du prolétariat est une dictature anti-étatique. La dictature du prolétariat n'est pas une dictature étatique, c'est l'automouvement d'abolition de l'État. C'est une dictée. C'est pour ça que c'est une dictatura. Elle édicte et elle dicte l'automouvement du renversement par lequel non pas le prolétariat prend le pouvoir, mais par lequel le prolétariat s'abolit. Ce qui est important, c'est que cette phase de transition n'est pas en le capital, mais qu'elle est déjà en le communisme. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du jour au lendemain de la crise du capital au communisme, mais on passe du jour au lendemain à l'abolition des catégories du capital. On ne passe pas du jour au lendemain à l'abondance communiste, mais du jour au lendemain, on abolit les catégories. C'est la phase des transitions. Ce n'est pas une socialisation étatique, ce n'est pas l'autogestion, qui n'est que l'autogestion de la mer marchande. Quand on voit les groupes libertaires dire les ouvriers gèrent leurs usines, les paysans gèrent leurs terres, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne va pas gérer la merde que le capital nous a laissée. L'autogestion, c'est la gestion auto-aliénatoire par laquelle la classe ouvrière, demeurant une classe ouvrière, gère les déchets du capital.
Donc c'est pas du tout ça. Critique du programme de Gotha, guerre civile en France, on l'a bien vu à Barcelone en 1937, on l'a vu en Hongrie en 1956, on l'a vu en France en 1936. Chaque fois que le prolétariat manifeste sa puissance, la classe capitaliste qui est en face, par la manipulation intérieure, par la diversion extérieure et par les forces de répression, vise effectivement à empêcher le sursaut révolutionnaire. Donc la Hongrie, les conseils ouvriers en 1956, les communes barricadières d'Espagne en 1937, nous avons plein d'exemples, et ces exemples ont eu lieu dans le temps d'ascension du capital. Donc ils ne pouvaient pas réussir, ils étaient condamnés à l'isolement et à la défaite. La grande problématique de la dictature du prolétariat, c'est qu'au moment de la crise terminale du capital, le gouvernement du spectacle mondial, la tyrannie cosmopolite de la marchandise, ne va pas effectivement rester sans réagir lors de l'effondrement de tout son système bancaire, financier et industriel. Et lorsque les ouvriers d'Italie, les ouvriers de France, ceux du Mexique et d'Amérique, ceux du Japon et d'Australie se mettront en branle pour se réapproprier leur existence, il est bien évident que les forces de répression se mettront en mouvement. Donc, la dictature du prolétariat est ce moment où le prolétariat est obligé, face aux forces de répression qui veulent imposer la dictature du capital, qui est une dictature étatique, d'imposer la dictature de l'autosuppression du prolétariat par le biais de comités ouvriers de base, comme on l'a vu à Barcelone en 1937 ou comme on l'a vu en Hongrie en 1956, qui prennent la forme de conseil. Mais ce n'est pas le conseil qui est décisif. Alors là, je vais rentrer dans des débats très pointus à l'intérieur du mouvement ouvrier radical. C'est le débat entre les conseillistes allemands et les bordiguistes italiens, qui représentent deux variantes aliénatoires à un moment donné, parce que comme la théorie ne peut être qu'immature quand les conditions objectives de la maturité critique ne sont pas là, chacun des groupements a vu des choses importantes, mais sans en faire l'unité supérieure. Les groupes allemands, qui n'étaient pas des groupuscules, parce qu'au sortir de la révolution spartakiste, il y avait deux partis communistes. Il y avait un parti communiste léniniste, et il y avait un parti communiste anti-léniniste, qui était donc pour l'abolition du salariat. Il y avait des centaines de milliers d'ouvriers dedans. L'exemple espagnol, avec toute la base de la CNT qui n'obéit plus au ministère, c'était des centaines de milliers d'ouvriers et de paysans. Donc c'est des expériences historiques très fortes. Pour ce qui compte, pour la théorie des conseils telle qu'elle est née en Allemagne, l'idée essentielle, c'était le prolétariat doit se diriger lui-même. Et Bordiga en Italie, l'un des fondateurs du Parti communiste radical, disait c'est pas ça le sujet c'est qu'il y ait une avant-garde qui pousse à la communisation, parce que si c'est pour s'autodiriger en gardant le capital, ça n'a aucun intérêt. Donc les deux avaient vu quelque chose d'important, mais sans voir l'importance de l'autre. Bordiga restait quelque part un dirigiste. Il avait bien compris que ce qui était décisif, c'était la communisation, mais il pensait que la communisation avait besoin d'une avant-garde. Les communistes de conseil allemands avaient compris toute l'importance de l'autodirection des masses pour cesser d'être des masses, mais n'insistaient pas suffisamment sur le processus dialectique de la communisation. Aujourd'hui, avec tous les groupes qui ont postérieurement affiné, creusé, jusqu'au groupe des années 60, 70, 80, on peut définir justement cette dictature du prolétariat comme une autodirection par la communisation, mais contre toutes les avant-gardes. C'est-à-dire qu'on reprend les acquis théoriques, méthodologiques du communisme de conseil d'Allemagne et des groupes bordiguistes italiens, mais en les renversant de leurs œillères aliénatoires, parce qu'ils étaient encore en un temps où le comprendre le tout n'était pas possible. Et au sortir de la grande expérience de la révolution barricadière de Barcelone en 1937, où en particulier des groupes comme Bilan ou comme l'Union communiste ont théorisé en approfondissement, et jusqu'aux situationnistes, en passant par des groupes comme Pouvoir ouvrier, l'Intervention communiste, le Cahier des communismes de conseil, etc. Ce que l'on peut dire au regard de la critique du programme de Gotha et au regard de la guerre civile en France, c'est que la dictature du prolétariat est, en essence, l'automouvement anti-étatique
du prolétariat qui abolit les catégories économiques de la marchandise et qui, par ce mouvement par lequel il produit la communisation, en s'auto-abolissant, produit les premières conditions objectives d'une forme qui n'est plus une société, qui ignore la domestication et qui est déjà l'enclenchement de la communauté, et qui pose le problème dans son universalité. C'est pareil, on parlait tout à l'heure des forums sur lesquels je ne vais pas, mais pour lesquels on me rapporte des éléments. Les gens ont du mal à comprendre comment fonctionne cette communauté universelle. Certains y voient une forme de cosmopolitisme. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je dis souvent en rigolant, le cosmopolitisme, au bout de sa démarche, va mélanger dans un brouet infâme le camembert au lait cru et la sauce soja. Le communisme universel, c'est l'inverse. C'est la préservation ontologique et cosmique de toutes nos spécificités d'identité générique. C'est-à-dire que par le communisme, on va enfin préserver le vrai soja, le vrai camembert, on préservera tous les vrais terroirs cosmiques de notre universalité. Mais le local cosmique préservé impose un dialogue d'universalité riche qui est précisément le contraire du cosmopolitisme de la marchandise, qui n'est pas un universel cosmique, mais qui est une éradication généralisée par la valeur. Donc, il faut comprendre que l'être générique de l'homme est universel. C'est pas parce que la marchandise est universelle que faire surgir l'être générique universel, c'est dupliquer la marchandise à l'envers. C'est pas la dupliquer à l'envers, c'est l'éradiquer à l'endroit. Donc, la dictature anti-étatique du prolétariat est ce moment de nécessité qui nous est imposé par la classe capitaliste mondiale quand elle voit que nous, êtres humains déshumanisés, voulons réhumaniser notre espace pour vivre enfin debout comme des êtres humains et qu'elle organisera notre mitraillage et notre extermination. Les prolétaires de Budapest en 1956 ont été exterminés par la sainte alliance du capitalisme étatique de Moscou et le capitalisme libéral de Washington. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution est une chose sérieuse. À partir du moment où nous dirons unanimement que nous ne voulons plus être des objets circulatoires marchands, mais que nous voulons être des êtres humains de saveur et de vie humaine, il est évident que la classe capitaliste mondiale, qui gère cet énorme empire d'abrutissement, de domestication et d'anéantissement humain, ne se laissera pas faire. Donc cette phase de collision aura nécessairement une phase qui ne sera pas militaire, qui ne sera pas policière, qui sera armée, mais pour la disparition de toutes les polices et de toutes les armées. Ok, ben c'est très très bien là, ce développement, ça m'aide. Parce qu'en fait, je me posais beaucoup de questions sur le conseillisme. Je me disais c'est intéressant parce que bon, c'est un petit peu un carrefour entre Rosa, Luxembourg, entre tout un tas de gens, Bordiga et tout ça, mais bon, je sentais quand même qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, quoi. Et vous avez le livre de Pankow, Les conseils ouvriers? En fait, Pankow, je crois qu'à un moment dans les conseils ouvriers, il dit que le capital va pas s'auto-abolir, je crois. Ah ben oui, mais non, mais parce que le problème, si vous voulez, c'est que tous ces groupes-là n'ont pas de théorie unitaire. Même Debord, sa critique du spectacle, elle est géniale, parce qu'il reprend le fétichisme de la marchandise, mais il fait complètement l'impasse sur la crise. Debord ne comprend rien à la crise du capital. D'accord. Si vous prenez Pankow, le capital ne va pas tomber tout seul. Il faut qu'il y ait une volonté humaine. C'est-à-dire que la crise de l'implication réciproque, Hegel, Marx, prolétariat, capital, la révolution n'est pas le moment où par une subjectivité spécifique, les gens se mettent à comprendre. C'est la matérialité concrète du rapport dialectique de l'implication réciproque prolétariat-capital qui ne peut plus fonctionner parce qu'il y a la crise terminale du capital. Disons qu'en fait, ils étaient en avance sur certains aspects, mais en dernière instance, c'est la crise qui fait la synthèse de tout ça, en fait. Voilà, et ils n'avaient pas compris ça. Vous aviez des tas de groupes qui disaient la crise est nécessaire mais pas suffisante. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue hegelien et d'un point de vue marxien, seul le nécessaire est nécessaire. Donc la crise est nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire la crise va foutre le bordel, mais c'est pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant, donc il faut un parti. C'est pas suffisant, donc il... Non.
la dialectique d'auto-invalidation du capital et la dialectique qui produit l'automouvement d'émergence du prolétariat s'abolissant. Et ça, on commence maintenant à le saisir, parce que justement, le développement du capital nous fait le saisir. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils ont tous vécu dans des périodes où les crises n'étaient pas la crise terminale du capital, puisque le capital n'avait pas réalisé sa domination totale. Donc ils ne pigeaient pas. Ils disaient merde, il y a la crise, et pourtant il n'y a pas la révolution. Ben non, ce n'était pas la crise terminale. C'était des crises intermédiaires vers le développement intégral du capital. Et Marx nous avons tous des défauts. Marx avait un défaut central, c'était l'impatience narcissique. Dans son intelligence préfigurative, il a très bien compris que la vraie crise, ça serait dans très longtemps. Mais ça ne l'empêche pas de temps en temps d'avoir des ébullitions. Il écrit à Engels en 1857, ça y est, ça arrive. Bon. D'accord. Bah, disons qu'avec le recul, bon... Alors, c'est vrai que ça nous est facile, nous, aujourd'hui, avec le recul. Mais c'est vrai qu'il y a déjà chez Marx toute cette intelligence-là, parce que Marx a produit donc deux concepts qui sont décisifs, domination formelle, domination réelle. C'est tout le développement du 6e chapitre. Et grâce à ces deux concepts-là, on comprend que le capital, c'est une très très longue période historique, et que entre la domination formelle et la domination réelle, il y a un abîme. Il y a un abîme. Prenons un exemple très simple, la morale. En domination formelle, le capital épouse les formes de son antériorité à travers des morales de restriction, des morales d'économie, des morales prudes. Et en domination réelle, dans le mouvement illimité de la marchandisation fétichiste, il prône la licence. C'est pour ça que les gens disent « Ah bah, les libertaires, à bas la morale des curés, vive la licence ». Oui, à bas la morale des curés. Le capital a usé de la morale des curés en domination formelle. Mais aujourd'hui, en domination réelle, il n'en veut plus de la morale des curés. Il est pour la grande licence. Donc aujourd'hui, le capital s'est fait libertaire. D'accord. C'est vrai que toute cette évolution-là, faut être attentif, quoi, parce qu'après, on est très vite... Sur plein de domaines, le capital est le contraire de ce qu'il était. Parce qu'en domination formelle, il s'appuie sur son antériorité, il la ménage, il l'annihile progressivement, il la digère et il passe à autre chose. Et enfin, quand il est en domination réelle, il est le capitalisme intégral. Il est impossible que le capital, dans son développement en domination formelle, ait validé le mariage homosexuel en 1850. Ça n'a pas de sens. En 1850, le mariage homosexuel pour le capital est non validable. Par contre, en 2015, il l'est. Parce qu'entre 1850 et 2015, le capital a extériorisé toute sa matrice aliénatoire, et ce dont il n'avait pas besoin, maintenant, il a nécessité d'en user.